Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 16 février 2023. Aujourd'hui, on va parler d'Activision Blizzard, de YouTube, de TokTok bien sûr, de la Gazette Normandie. Et oui, je savais pas que ça existait, mais c'est incroyable. Non, on va parler des Français et du numérique. Et ça, c'est incroyable. Et on aura une histoire d'une startup toulousaine. Et vous allez voir dans ce mug. Je suis très déçu de Toulouse et ça dégoûte. Bref, allez, je vous propose qu'on démarre le mug. C'est maintenant, c'est parti. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans ce mug. Effectivement, Manon, c'est un mug des provinces. Juste parce qu'il y a la Gazette Normandie et une histoire sur une start-up toulousaine, d'un coup ça devient la province. Bah bravo Manon, je te félicite pas Manon, bravo, hein, voilà, bref. Bon, je vous préviens, c'est ce que j'ai dit à la modération ce matin, j'ai l'œil sur... j'ai l'oreillette ouverte, donc j'entends la modération. Mais j'ai pas les yeux en face des trous. Vraiment, vous êtes prévenus. Ce matin particulièrement, c'était un peu compliqué. Voilà, ça va être dur ce matin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a plein d'articles très cool et on va passer un bon moment, bien sûr. Bravo pour la vidéo sur le S23 Ultra. Ben, merci Bipascal91. Merci de ton gentil commentaire. Ça fait plaisir. Soyez gentils les gens, c'est cool. Mais non, mais effectivement, on est assez content de la prod de cette vidéo. Et on va pas se mentir, on est assez bluffé effectivement des performances photo et vidéo du S23 Ultra, qui est, on a pris beaucoup de plaisir à faire de la photo avec et putain, enfin bon, on n'aura pas le débat maintenant en début d'émission, mais en fin d'émission on pourra en reparler. Putain, la qualité photo aujourd'hui sur des smartphones comme ça, elle est bluffante quoi, vraiment. Et moi je suis de plus en plus bluffé par les objectifs qui permettent de faire du mode portrait. J'avoue qu'on a fait des portraits, on n'a fait aucune retouche, t'es là, waouh quoi, enfin le rendu est très propre. Voilà. Vous m'avez donné envie d'acheter un Samsung, c'est bien la première fois. Coucou Flonflon, regarde Flonflon, tu es toujours bien sûr. Regardez-moi ce stickers, du plaisir évidemment. Tu es toujours ici Flonflon, bien sûr, dans mon cœur. Je devrais scotcher ce stickers sur mon petit cœur, bien sûr, car tu me manques mon Flonflon, si tu savais. Ah là là. Quelle idée d'habiter à Nantes aussi, quelle idée. Bonjour à toutes et à tous en tout cas, hein. Bonjour. Je vais juste essayer de remonter un peu le micro parce que... attendez, je vais essayer de pas tout péter, juste faire un peu ça. Je sais pas si ça va le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Normalement, on avait un petit carton pour le remonter le micro. Est-ce que ça va le faire? Pas du tout. Ah si, je sais. Si, je sais. En vrai, ça donne envie, il faut qu'Apple envoie du bois en septembre. Apple, ils sont un peu à la bourre là en termes de photos et vidéos, je trouve. Clairement, quand tu vois ce que fait Samsung, on prend une claque. Très honnêtement, on prend une claque. Ah, c'est pas mal là. Ouais, c'est un peu plus haut. Voilà. Sticker collector, bah bien sûr, évidemment. Je le possède depuis une semaine, je confirme que ce smartphone est bluffant et votre vidéo le montre bien. Ouais, bah honnêtement... Vraiment très agréablement surpris par... En fait, Samsung a fait une année un peu molle, on va dire, en termes de pure innovation. Je parle au niveau de ses hauts de gamme. Mais par contre, en termes... Ils ont affiné. Samsung est fromager. Voilà, bonjour à tous. Non, mais Samsung a affiné sa formule. Et au lieu, effectivement, de chercher à faire de la pure innovation, ils se sont dit, améliorons ce qui existe. Améliorons le traitement logiciel, améliorons tout ça, mettons des meilleurs processeurs. Et je trouve l'initiative plutôt louable. Voilà. LVDG a fait des vidéos sur GraphenOS. Je sais pas qui est LVDG. Mais GraphenOS, je le connais bien, oui. Je le connais très bien. Une pub de 9 minutes. Où était le ignorer l'annonce? Ah bah, on est transparent. Et nous allons parler d'ailleurs de transparence dans ce mug. Parce qu'effectivement, je crois que s'il y a bien un truc où on peut pas trop nous prendre en défaut Nowtech, c'est sur la transparence vis-à-vis des vidéos sponsorisées et des sponsors. Et vous allez voir aujourd'hui dans ce mug, on va parler d'une
d'une startup toulousaine qui a un business très problématique. Il y a une cellule d'investigation de Radio France, je trouve l'article très chouette. La cellule d'investigation donc, de Radio France qui a mené une enquête sur une startup qui s'appelle Getfluence. Une startup qui vend du placement publicitaire non déclaré. Autrement dit, c'est comme si nous, par exemple la dernière vidéo, qui est un publi rédactionnel, c'est comme si nous n'avions pas mentionné que cette vidéo était un publi rédactionnel. Ou autrement dit que Samsung a eu un droit de regard, c'est notre formule. Il y a des sponsors qui n'aiment pas cette formule, mais il n'empêche qu'on la met parce que, déjà parce que c'est la loi, et parce que c'est important quoi. C'est important. Mm. Mais vous allez voir que l'article, il est très très intéressant. Très intéressant, une bonne enquête. Et effectivement, on est dans une période là où Internet permet de flouter la frontière entre la publicité, on va dire, à l'ancienne et la nouvelle publicité. Donc un peu compliqué. Bonjour à tous en tout cas, salut The Garlic Snail, salut Okotag, salut Architect, salut Mediosam. Bonjour à tous, hein, salut Neo9256, bienvenue à vous toutes et tous dans le mug. Mais c'est un problème à l'envers quand c'est un publi. Mais qu'en fait, ce que vous dites est vrai. De quoi? Mais c'est un problème à l'envers quand c'est un publi. Je comprends pas ce que tu me dis, Olek. Je t'ai dit, j'ai pas les yeux en face des trous. Peut-être que c'est très clair ce que tu dis, mais là, je lis ton message et je suis là. Olek doit sûrement dire quelque chose de très intelligent, mais là, je l'ai pas. Ouais. Salut, Laïti, Shlopa, bienvenue à toi. On va attaquer les articles, hein. Ok Oleg, pas de souci. De quoi on va parler aujourd'hui? Petit sommarion rapide. Ça ne va évidemment pas marcher, mais ça c'est normal. Que serait un stream Twitch sans un mini bug technique évidemment? Nous allons donc parler effectivement, pas de ça en premier, nous allons parler du rachat d'Activision Blizzard. Le 21 février sera décisif pour Microsoft. Sera décisif. La date sera décisive. Oui, bon bref, ok. Donc on en discutera ensemble. D'ailleurs, j'ai commencé de plus en plus à utiliser Bing plus ChatGPT. Ça y est, flonflon, j'ai eu l'accès. Et vous allez voir que dans ce mug, je vais un petit peu l'utiliser à certains moments. On pourra en discuter. Nous parlerons également donc du drama. Et oui, le drama TikTok versus streamers, qui est le titre de ce mug. Effectivement, beaucoup de streamers, donc notamment le joueur du grenier, Antoine Daniel et d'autres, sont empoisonnés, je trouve que le mot est pas mal choisi, et plutôt bien choisi par le Figaro, sont empoisonnés par les chaînes de clips. Alors qu'est-ce que c'est les chaînes de clips? Rien à voir avec MTV bien sûr. Non, les chaînes de clips ce sont des petits malins et des petites malines, j'imagine, qui en gros coupent des streams et prennent des moments forts ou polémiques et les uploadent en contenu court. Pour générer beaucoup de vues et créer du drama, et vous allez voir que ça pose des problèmes. Flonflon aussi, ça va t'intéresser. Mais je trouve que c'est assez symptomatique, effectivement, d'une évolution de nos médias. Parce que c'est pas un truc qui aurait pu se passer à l'époque de la télé. Voilà. Oh, quoi que je dis ça, mais d'une certaine façon, les articles de Presse People, c'est presque un peu indirectement un truc comme ça. Oh, finalement, c'est un peu similaire à la Presse People. Bref. Nous parlerons ensuite des Français et du numérique. Donc ça, c'est l'article. Alors, la Gazette Normandie, très très bien. Et voilà, parfait. Mais c'est un peu l'article où il n'y avait pas grand-chose ce matin. Et donc, je me suis dit, quitte à ce qu'il n'y ait pas grand-chose, autant parler un peu de chiffres sur le numérique. Je trouve que c'est toujours pertinent de voir un petit peu certaines statistiques, notamment 97% des internautes, je crois, ont Internet maintenant. Enfin, des Français et Françaises ont Internet. Mais il y a plein de petites stats intéressantes que je trouve cool, et ça montre que nous, on est aussi dans une bulle. Et nous terminerons ce mug, effectivement, avec cette histoire des Story Killers, la startup Getfluence toulousaine qui présente des publi-reportages, donc des publicités, comme de vraies informations, hein, autrement dit, Coca qui pourrait vanter les mérites de ses usines, par exemple, de sa chaîne de production, en faisant passer ça pour un reportage neutre. Voilà. Nous parlerons de notre merveilleux sponsor O2 Switch, bien évidemment la commande O2 ou O2 Switch, c'est O2 la commande ou c'est O2 Switch? C'est O2, O2. Et nous terminerons effectivement, alors on prendra le temps
de découvrir ensemble le nouveau donc Bing plus ChatGPT qui marche très très bien. Moi je trouve qu'il marche même mieux que ChatGPT. Notamment, il y a un truc que j'ai fait moi-même, que j'ai un petit peu crafté moi-même, qui est un jeu de rôle que je faisais avec ChatGPT et en fait la version Bing, je trouve, donne des résultats bien meilleurs. Donc voilà, si vous avez accès à la bêta donc, de ce nouveau Microsoft Bing, je le trouve meilleur que ChatGPT globalement et je vous invite à l'utiliser pour bosser avec. Donc on fera un petit jeu de rôle en fin d'émission. Une petite folie, me voilà, mais tu as bien raison, mon cher Flonflon, effectivement. Salut Electra et bienvenue à toi. Bienvenue à toi. GPT Roll Games Entertainment, exactement. Je ne suis absolument pas convaincu par ChatGPT, j'ai testé et vu le nombre de fausses réponses, je laisse. Oui, je l'entends. Après, encore une fois, il faut utiliser pour l'instant ces solutions comme des outils. Comme moi, j'aime bien dire le mot un peu béquille, éventuellement. On n'y est pas encore à 100%, mais on va pas refaire le débat maintenant. Voilà. Tu l'as eu quand la bêta? Je l'ai eu il y a 2-3 jours. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui attendent et qui n'ont toujours pas eu cette bêta Bing plus ChatGPT. Mais si tu restes en fin d'émission, Milwado, tu pourras me demander, je pourrais peut-être lui dire des trucs si on a le temps. En quoi c'est mieux que ChatGPT? Je vais te le montrer en 2 secondes. Attention, prépare-toi. 3, 2, 1, hop. Voilà. En fait, la force de Microsoft Bing, c'est que, et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur ChatGPT, Google va disparaître, c'est que, en fait, il est capable de chercher sur le web. Donc, autrement dit, là, pour introduire l'article sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, j'ai demandé à Bing de m'expliquer le débat du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft avec les points pour et les points contre. Et il me l'a fait. Et là, c'est correct. Et en plus, il cite des sources. Alors, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, mais il cite des sources. Donc, je vais commencer le kawa tout de suite. Et on va commencer par une petite introduction Microsoft Bing. C'est parti. Alors, pour comprendre l'article de Frandroid et donc pourquoi le 21 février sera décisif, parce que dans l'article de Frandroid, il n'y a pas de résumé de l'histoire, effectivement, de Activision Blizzard, rachat par Microsoft, j'ai demandé par curiosité justement à Bing de me réexpliquer les tenants et les aboutissants, et donc il m'a généré un truc correct. Donc ça c'est cool, et je vous le lis tout de suite. Et je mets le navigateur. Le débat du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est complexe et implique plusieurs acteurs et enjeux. Voici quelques points pour et contre ce rachat. Donc, petit résumé ensemble là. Pour Microsoft, sous-entendu, Microsoft pourrait renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo, notamment sur le segment du jeu mobile, grâce aux franchises populaires Activision Blizzard comme Call of Duty, Candy Crush ou Overwatch. C'est vrai qu'il y a des versions mobiles de ces jeux. Maintenant, c'est pas que le jeu mobile, bien sûr. Microsoft pourrait offrir aux joueurs un accès plus facile et moins cher à ses franchises en les intégrant à son service d'abonnement Xbox Game Pass. Microsoft pourrait améliorer les conditions de travail des employés d'Activision Blizzard, qui sont actuellement en proie à des scandales de harcèlement et de discrimination. Ça, on en a beaucoup parlé effectivement dans le mug. Beaucoup de problèmes liés à ça chez Activision Blizzard. La CWA, un syndicat américain, a d'ailleurs exprimé son soutien au rachat. Et vous voyez que si je passe mon curseur, il me cite la source directement. Il me la met en surbrillance. Par contre, quels sont les arguments donc contre ce rachat? Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait nuire à la concurrence sur le marché du jeu vidéo en réduisant le nombre d'acteurs indépendants et en renforçant le duopole Microsoft-Sony. Effectivement. Après, on dit duopole, mais on pourrait même rajouter Nintendo éventuellement. Mais bref. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait limiter le choix et l'innovation pour les joueurs en favorisant les franchises existantes au détriment de la création de nouveaux jeux. Et le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait entraîner des exclusivités ou des restrictions pour les joueurs sur d'autres plateformes, notamment PlayStation, qui risquent de perdre l'accès à des jeux comme Call of Duty. Alors, Microsoft a garanti que Call of Duty resterait sur la PlayStation, mais on n'est pas à l'abri effectivement d'un Microsoft qui dit « Bon, vous avez accès d'abord en priorité sur la Xbox et après une semaine ou deux sur PlayStation. » Voilà, on a déjà vu des entreprises faire ça pour favoriser leur plateforme. Voilà. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est actuellement en cours d'examen par les autorités de régulation de plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui pourraient imposer des conditions. Voilà pour ce petit récap généré par Bing et que je trouve plutôt convaincant.
Encore une fois, assez scolaire, mais très convaincant. Donc, passons à l'article de Frandroid. Pour défendre son projet de rachat, Microsoft devrait intervenir lors d'une audience de l'Union européenne le 21 février. L'occasion pour Sony PlayStation d'intervenir également. Le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft atteint sans doute sa dernière ligne droite. Après l'annonce d'une attaque de la FTC en décembre 2022, le Royaume-Uni a émis un avis plutôt défavorable en demandant des négociations à Microsoft et l'Union européenne a envoyé aussi un avertissement. C'est cette... T'es con, Olek. C'est cette dernière région qui nous intéresse aujourd'hui. Avant la date limite du 11 avril 2023, date à laquelle la Commission européenne devra rendre un avis définitif, Microsoft souhaite défendre son dossier en Europe. Une audience a été programmée le 21 février. Oui, parce que pour l'instant, l'Europe n'est pas forcément favorable. D'après l'agence de presse Reuters, il s'agit là d'une tentative de la dernière chance de la part de Microsoft pour tenter de faire valider son projet de rachat. La firme devrait donc pouvoir y présenter des compromis susceptibles d'apaiser les craintes des autorités. On ne connaît pas l'étendue de ces craintes de la part de l'Union européenne sur ce dossier. Effectivement, le Royaume-Uni a émis un petit peu ses craintes et ses inquiétudes, mais l'Union européenne, ce n'est pas le cas, a priori. Microsoft va devoir toutefois négocier des compromis que la firme va également proposer à la CMA au Royaume-Uni. Donc ça, on en a parlé juste à l'instant. L'objectif pour Microsoft est à la fois de faire valider son projet, mais aussi de signer les mêmes compromis partout dans le monde. Eh ben oui, parce qu'imaginez si on peut par exemple exploiter Call of Duty, mais pas de la même façon en fonction des territoires, ça rend les choses encore plus compliquées. Si l'audience ne devait pas être diffusée en public, Sony devrait venir y jouer les trublions. Sony a tout intérêt effectivement à lutter contre le rachat. Le constructeur de la PlayStation devrait également être présent à l'audience pour plaider le blocage du dossier. Voilà. D'autres parties prenantes du marché sont libres de participer et on peut donc imaginer une venue de Google ou de Nvidia. Ok. La journée du 21 février s'annonce donc cruciale pour l'avenir du projet de rachat. Si Microsoft parvient à convaincre l'Union européenne, la firme aura fait un grand pas en avant et si la tentative échoue, on peut légitimement penser que ce rachat n'aboutira jamais. Voilà effectivement pour les dernières infos fraîches effectivement sur Activision Blizzard racheté par Microsoft. Je ne sais pas ce que vous en pensez éventuellement dans le chat. Moi je suis plutôt content que ce rachat, on verra ce que ça va donner, mais que ce rachat potentiellement ne se fasse pas. D'une certaine façon, alors bon, on peut avoir des critiques sur le système économique, tout ça, mais d'une certaine façon, je pense qu'effectivement, il me paraît pertinent de garder un minimum de concurrence, notamment dans le monde du jeu vidéo, pour éviter d'avoir effectivement d'énormes acteurs et encore un GAFAM qui grossit. On va commencer, on l'est déjà, à entrer dans des sociétés où des entreprises ont déjà plus de poids politique que éventuellement des États. Et je trouve ça un petit peu inquiétant. Voilà, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne direction, donc moi je suis plutôt content. Et après je sais que certains dans le chat, quand on parlait de ces sujets, disaient oui mais moi dans mon cas ça m'arrange parce que si ça me permet d'avoir un jeu moins cher, et j'entends que dans notre on va dire dans notre vie personnelle ça peut avoir un intérêt que ce rachat s'effectue pour avoir Call of Duty dans le Game Pass par exemple, mais je pense que c'est avoir une vision effectivement peut-être un poil trop personnelle du sujet. Et que si on recule un petit peu, si on prend du recul, je pense effectivement que c'est un petit peu dangereux ce rachat. Sauf que dans les jeux vidéo, il y a abus de position dominante de Sony, donc bon, oui, il y a déjà des formes d'abus de par les exclusivités, mais imagine, ce rachat pourrait créer encore plus cette forme d'abus, pour en générer encore plus. Et là, ça serait Microsoft qui commencerait lui aussi à bloquer de plus en plus des licences dans son écosystème et c'est pas forcément quelque chose que les consommateurs veulent, je pense. Et puis les jeux peuvent être moins chers au début, mais augmenter de prix au fur et à mesure. Regardez Netflix. Netflix, petit à petit, est devenu un leader dans son domaine, et petit à petit, augmentation des prix, parce qu'ils ont réussi à enclaver des gens dans leur écosystème. Moi, j'aimerais bien comme ça, Sony et la Play 4 pourraient mourir le pied. Pour éviter les exclus. Je sais que ça agace beaucoup de monde, les exclus PlayStation. Je le comprends. Après, les exclus PlayStation permettent, pour faire l'avocat du diable, permettent à des studios d'être financés par Sony pour développer des AAA.
Donc c'est aussi un mal pour un bien. Je fais l'avocat du diable parce que c'est pas forcément un mode de fonctionnement qui me plaît, mais je trouve que c'est un argument qui me paraît intéressant. Faut nationaliser les jeux vidéo. Ça me va, hein. Non, non, pas forcément. Pour faire un parallèle, à l'époque où Minecraft était racheté par Microsoft, il y avait les mêmes craintes, mais au final, Minecraft est devenu le jeu le plus vendu au monde, et ça reste un jeu très bien entretenu et actif par la communauté, donc bon, est-ce vraiment mauvais? Ouais, mais pour moi, il y a une énorme différence entre un jeu unique et un studio multijeu. Le problème, c'est comparer effectivement des pommes et des litchis. Je fais exprès de dire litchi parce qu'un litchi est plus petit qu'une pomme. Gabi Siga. Mais j'entends ton commentaire et il est pertinent aussi. Mais je trouve effectivement qu'on parle pas de quelque chose de la même envergure. Activision Blizzard, c'est quelque chose, quoi. C'est un monument, c'est un studio, c'est beaucoup plus d'employés que Mojang. C'est Mojang, hein, toujours, qui fait... Bah, ça a été racheté, mais je veux dire, c'est le studio à garder le nom. Je sais pas ce qu'il en est maintenant. La vraie menace... La vraie menace vient de la Chine, comme Tencent qui rachète à tout va. Ouais, c'est un peu... J'entends, mais là, c'est un peu hors sujet par rapport à cet article, je pense. Mojang a gardé le nom, hein. Ouais, ils ont gardé le nom, ok. Sony est trop important et monopolise la concurrence. Donc ça serait pas plus mal le rachat car plus rien ne se passe dans le domaine du jeu vidéo. Mais tu trouves, Alan? Je trouve pas. Il y a des nouveaux acteurs dans le jeu vidéo qui pop régulièrement. Il y a des jeux indés qui marchent bien. Je trouve pas que le monde du jeu vidéo est un monde où on s'ennuie pour le coup. Mais on avait déjà comparé, hein, en termes de chiffres, et effectivement, si Microsoft rachète Activision Blizzard, ça devient on va dire un consortium beaucoup plus important que Sony, ça peut poser des problématiques, quoi. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, et après on va passer à l'article suivant, mais si l'autorité de la concurrence américaine s'inquiète, si l'autorité de la concurrence britannique s'inquiète, si l'autorité de la concurrence européenne s'inquiète, je pense qu'on peut légitimement se dire qu'il y a un souci dans ce rachat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si 3 autorités différentes demandent des garanties, et beaucoup de garanties à Microsoft, c'est qu'il y a quand même eu anguille sous roche d'une certaine façon. Et que je pense que les autorités de la concurrence ont compris que la situation dans laquelle sont les GAFAM aujourd'hui, d'avoir racheté plein de petites entreprises, d'avoir détruit, par exemple, le fait que Facebook ait racheté Instagram. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui maîtrisent le divertissement, d'énormes entreprises qui maîtrisent le divertissement, et on manque de concurrence dans... Regardez les réseaux sociaux, putain, pour avoir un nouvel acteur, pour le coup, dans les réseaux sociaux qui émerge, TikTok est un exploit, honnêtement, d'avoir réussi de s'être autant implanté. Mais en fait, c'est l'un des rares réseaux sociaux qui arrive à concurrencer l'hégémonie de Twitter, YouTube, Facebook. C'est très compliqué d'avoir un nouvel acteur qui émerge. Ne serait-ce pas plutôt la capacité de lobbying de Sony? Oh, mais ça doit jouer. Ça doit jouer, mais j'ai du mal à croire que ça soit que la capacité de lobbying de Sony qui soit qui se matérialise dans ces dossiers. Est-ce que Blizzard peut refuser d'être acheté? Par exemple, si Tencent veut les racheter, qui peut s'y opposer? Est-ce que Blizzard peut refuser d'être acheté? Oui, a priori, oui. Blizzard peut refuser, Activision Blizzard peut refuser une offre de rachat. Dans ce cas, par contre, ils avaient effectivement, là, ils avaient accepté l'offre de rachat par Microsoft. D'ailleurs, c'est un bon exemple, ça, de journalisme où beaucoup de journaux ont dit « Ça y est, Activision Blizzard a été racheté ». Non, pas du tout. C'était bien une preuve qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Nous allons avancer. Et nous allons parler de l'article un peu chaud du jour, que je trouve intéressant. Sur YouTube et TikTok, la prolifération de chaînes de clips empoisonne les streamers stars. Alors, si vous n'êtes pas forcément très dans le Twitch game, ça va peut-être un peu moins vous parler, cet article. Mais pour le coup, moi, c'est vrai que sur YouTube et sur TikTok, je vois énormément de contenus courts qui sont des extraits de diffusion en direct de streamers et streameuses aussi. Il y a beaucoup d'Antoine Daniel, il y a beaucoup de la clique
Antoine Daniel, la clique du lundi soir, comme on l'appelle effectivement. Donc Antoine Daniel, Zerator, Mintos, enfin beaucoup de ce groupe-là, Bagheera Jones, etc., etc. Et effectivement, ça, Domingo aussi, ça peut poser des problèmes. Donc, voilà. Pour gagner en visibilité et engranger de l'argent facilement, des chaînes publient des extraits de direct réalisés par des streamers ou youtubeurs connus. Et pourquoi donc cet article est apparu, c'est qu'effectivement le joueur du grenier a posté sur Twitter un message colérique, mais a raison, je trouve. Et il a dit « Je laisse 48 heures aux différentes chaînes de clips pour supprimer les vidéos contenant des extraits de mes streams. Passé ce délai, je les ferai supprimer de force, avec les conséquences qui vont avec. » Frédéric Molas, donc le joueur du grenier sur YouTube, n'y va pas par quatre chemins. Dans un fil Twitter publié fin janvier, il dénonce la récupération par des chaînes qui ne sont pas les siennes d'extraits de ses directs diffusés sur la plateforme de streaming Twitch. Les dites chaînes utilisent ces extraits, aussi appelés des clips, pour en faire des vidéos publiées sur YouTube ou TikTok. Le but, monétiser l'ensemble et gagner de l'argent sur la popularité des streamers. Le phénomène est ancien. Dès ses débuts, YouTube a vu ses chaînes proliférer pour diffuser du contenu télé ou du football par exemple. Se souvient Charles Savreux, chargé de communication chez YouTube. Depuis 2 ans, d'autres chaînes du même acabit fleurissent pour reprendre, cette fois-ci, des extraits de stream. En 2020, la plateforme de streaming Twitch connaît un engouement dans l'Hexagone, avec le confinement bien sûr. Confinés, les Français se passionnent pour les lives et les personnalités des streamers. Au même moment, l'application TikTok explose à son tour. TikTok nous a habitués à du format court. Le visionnage de clips extraits de live s'est intensifié avec ce réseau social, constate le youtubeur Fat Journaux. Alors Fat Journaux, c'est effectivement aujourd'hui le clipper numéro 1, la personne qui met les extraits numéro 1 sur YouTube, mais qui est une personne, l'article dit, qui a été adoubée par Antoine Daniel et Joueur du Grenier. Voilà, ce dernier lui-même je vais un peu plus vite que l'article. Ce dernier est lui-même le détenteur d'une chaîne YouTube à succès de clips et de best-of. Je propose des condensés de live d'Antoine Daniel ou Joueur du Grenier. Il explique. Son contenu gagne rapidement en visibilité, le fruit d'un travail de passionné du montage. C'est vrai que pour avoir déjà vu des best-of de Fat Journaux, effectivement, c'est plutôt de qualité et ça a aussi plutôt tendance à ne pas diffamer. Parce que pour moi, je crois que cet article le mentionne pas trop, mais pour moi, il y a un vrai problème plutôt de diffamation que de monétisation. Merci Beaufait pour les subs, merci Equinof, Doudidou, Electribe, Neo9256, Flonflon, qui tu t'es réabonné, merci beaucoup Flonflon, et merci à vous 5, merci beaucoup. Donc Fat Journaux dit « J'ai appris à repérer les meilleurs passages d'un live, par exemple je me sers du chat pour repérer les moments drôles. Les vidéos cartonnent et dépassent régulièrement les 100 000 vues. Une jolie vitrine pour les streamers concernés, parce qu'effectivement, faut pas oublier que ça fait de la pub pour les streamers en question. Donc c'est pas que négatif. Antoine Daniel ou les équipes du Joueur du Grenier m'ont proposé de travailler pour eux à plein temps. Si pour le moment le vidéaste reste indépendant, il conserve de bonnes relations avec ces derniers. Alors si, l'article le mentionne quand même un peu. En revanche, toutes les chaînes de clips ne proposent pas un contenu aussi travaillé que celui de Fat Journaux. La plupart récupèrent des extraits essentiellement destinés à faire du clic et ne font qu'un montage sommaire. Elles rajoutent des sous-titres ou font un zoom sur le contenu utilisé pour éviter de voir leurs vidéos supprimées pour droit d'auteur. Note Mathieu Sarus, gestionnaire des chaînes d'un streamer à succès. En publiant plusieurs vidéos par semaine, ces comptes peuvent gagner en visibilité et engranger facilement de l'argent. Imaginons qu'une chaîne arrive à faire plusieurs millions de vues par mois, cela peut générer facilement plus de 3000 €. Ah oui et non. Oui, alors, c'est un peu exagéré. Je comprends que l'article est à charge. Pour aller taper 3000 € avec des extraits de streamers connus, faut y aller quand même. Je dirais qu'on est plutôt aux alentours des centaines d'euros, mais pas plus que quelques centaines d'euros. Voilà. L'émergence du format shorts ou court sur YouTube entraîne une nouvelle prolifération de ces contenus du type Antoine Daniel fait une blague très borderline, Joueur du Grenier parle de McFly et Carlito, Squeezie sort avec Lena à situation. Bref, ce que je vous disais, côté attrait people. Les titres tendancieux sont nombreux et les vidéos de ce fil atteignent aisément les 500 000 vues. On assiste à des conflits créés de toutes pièces par ces chaînes parce qu'elles isolent des passages où un streamer donne son avis sur une actualité, un contenu ou une autre personne. Effectivement, Joueur du Grenier avait été un peu dans la panade, notamment parce qu'il avait dit quelque chose qui avait été tronqué.
Et d'une certaine façon, ça pouvait prêter à confusion et on aurait presque dit que le joueur du grenier disait un truc un peu excluant pour une certaine communauté sur Twitch. Voilà ce que ça aurait pu donner comme illusion. Et d'ailleurs, il a dû s'expliquer dans Popcorn après, donc c'était pas une séquence très, très rigolote. En vérité, il ne garde qu'un moment susceptible de générer des réactions de la part des internautes, donc effectivement, voilà, il tronque le contenu. Et les créateurs de contenu se retrouvent à devoir faire supprimer des dizaines, voire des centaines de vidéos pour éviter les problèmes potentiels. Ces chaînes s'exposent pourtant à des risques. Pour se défendre, le streamer peut faire valoir qu'il s'agit d'une contrefaçon dans son contenu si celui-ci est original et susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Alors, l'article ne le mentionne pas, mais pour moi, et ça je le dis, les youtubeurs peuvent aussi attaquer pour diffamation. Dans le sens où si un extrait tronqué te fait passer pour ce que tu n'es pas, et que tu as un préjudice que tu subis, par exemple des insultes, du harcèlement, tu peux plaider la diffamation. Et je pense que dans un procès, ça peut être complètement reçu. Donc effectivement, il y a aussi le droit en propriété intellectuelle, mais je trouve presque qu'il passe je trouve presque que c'est secondaire, le droit à la propriété intellectuelle. Donc effectivement, là dans l'article, on parle de parasitisme, hein. Blablabla, blabla, je vais sauter un petit peu. Donc effectivement, par contre, on a le droit d'utiliser un extrait de live si ça permet d'illustrer un propos, si ça permet par exemple s'il y a un article de journal qui prend un extrait, oui, ça on a encore le droit, hein, bien sûr, en France. Là, le problème, c'est que ces chaînes de clips prennent un extrait, mais juste mettent l'extrait tout court. Voilà. Donc on n'est pas sur un droit de citation. Alors le joueur du grenier peut-il vraiment enterrer toutes ces chaînes ? Moi, voilà, alors l'article conclut. Je continue de penser aussi que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Alors le joueur du grenier a fait ça aussi pour râler un bon coup, pour éventuellement, voilà, enfin d'une certaine façon, c'est vrai que ça permet de décharger un peu l'émotion. Mais je continue de penser que c'est vraiment de mettre des coups d'épée dans l'eau. Parce que tu supprimes une chaîne, t'as 3 champignons de chaîne qui repoussent à droite à gauche. Enfin, c'est du parasitisme. Donc effectivement, t'auras beau couper une tête de l'hydre, t'auras 4 têtes qui repousseront de tous les côtés. Donc bref. Mais bon, si la menace peut empêcher quelques chaînes qui se créent, why not, hein. Sur YouTube, les procédures mises en place demandent un peu de temps. Il y a Content ID effectivement qui permet de le faire sur YouTube, mais bon, c'est pas non plus... ça marchouille, mais c'est pas non plus super efficace. Puis ça demande du temps d'aller faire supprimer tout ça. Mais effectivement, d'une certaine façon, est-ce qu'il y a une réflexion sur de l'empreinte numérique sur TikTok ? Why not ? Il y a 722 millions de revendications qui ont été effectuées sur YouTube pour atteinte aux droits d'auteur sur la plateforme. Joueur de grenier pourrait l'envisager. Bon, bref, ok. Je suis moins convaincu de cette conclusion. Moi, je suis plus convaincu sur l'attaque en diffamation. Je pense que s'il y a bien un vecteur à exploiter, c'est plutôt celui-là. Effectivement. Oui, et puis c'est vrai que, comme tu dis, Curie Noir, le droit à la propriété intellectuelle, d'une certaine façon, c'est vrai qu'on est beaucoup de créateurs de contenu à utiliser le contenu d'autres personnes. Le react qu'il y a sur Twitch, c'est vrai que on peut se poser la question, hein, le react est-il d'une certaine façon... moi, je considère qu'on apporte quelque chose quand on réagit à une émission. Et donc, il y a un vrai travail presque de journalisme. C'est presque une espèce de relecture et d'analyse. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des streamers qui ne font que react à des choses et qui n'apportent pas d'analyse ou de critique, par exemple, je trouve. Merci Urban Watch pour le sub, merci beaucoup. Voilà. Après, il faut prouver le préjudice moral, attaquer sur le copyright est peut-être plus rapide. Ah, ouais. J'ai un peu un doute là-dessus. Mais oui, t'as aussi raison. Ces choses sont hors contexte et de fait sont à des années-lumière du sens initial. Ah non, mais c'est un vrai souci. Hein. C'est un vrai souci. Mais moi, voilà, Jérôme, tu le dis aussi, on partage ça. Effectivement, pour moi, le vrai problème, c'est la diffamation. Aujourd'hui, n'importe quelle personne écoute des replays de live et peut totalement sortir quelque chose de son contexte. Et vous pouvez faire passer quelqu'un en quelques clics pour ce qu'il n'est pas du tout. Notamment, c'est con, mais quand on fait l'avocat du diable, et sur Nowtech on le fait, sur certains sujets, en soi il suffit de clipper le moment où on fait l'avocat du diable et on peut faire dire à Jérôme, à Guillaume, à Marion, regardez, voici l'avis de Guillaume sur
sur, je sais pas, sur n'importe quel sujet. Et en fait, vous pouvez faire passer pour quelqu'un pour ce qu'il n'est pas du tout. Voilà. Je pense que si on dit à Fat Giorno qu'il a été cité dans le Figaro, il va pas le croire. Peut-être. Attends, il y a peut-être une semaine ou 10 jours que j'ai vu le coup de gueule de Fred là-dessus. L'article ne serait pas un peu à la bourre. Bah, il était publié il y a 1 heure, l'article. Il est très frais. Non, parce que l'article est une analyse. Donc l'article a pris le temps d'être écrit. Fabrice, non, ça me choque pas. Ça me choque pas. On n'a pas toujours le temps de regarder le stream en totalité. Donc les clips, les meilleurs moments, c'est intéressant pour les utilisateurs. Ah non, mais je ne remets pas en cause les clips. Yo Basti, comment tu vas? C'est la Presse People version vidéo. Mais c'est pour ça que j'ai un peu introduit cet article comme ça. Je suis d'accord avec cette analyse. Pour moi, c'est effectivement la Presse People. Mais d'ailleurs, l'article dit que c'est pour être monétisé, tous ces clips, ces best-of. Je suis même pas sûr que pour beaucoup de personnes, ça soit la raison principale. Je pense aussi qu'il y a... C'est beaucoup d'ados qui font ces clips-là. Et je pense qu'il y a aussi juste... le plaisir dopaminien de se faire mousser et de taper des centaines de milliers de vues juste en coupant un contenu, en le republiant et là en voyant le truc exploser. Voilà. Tiens, petit message de Pemp que j'ai loupé. Coucou Pemp, j'espère que tu vas bien. Effectivement, il me dit que sur Jean Massier, ils ont un compte TikTok qui pique des extraits des foires aux questions de Jean. Du jour au lendemain, il peut détourner le fond pour le transformer en discours dégueu. Et d'autant plus que pour le coup, Jean parle de politique. Donc dans le cadre de Jean Massier, ça peut être encore plus grave. Lui qui justement essaye d'être le plus neutre dans ses émissions. Ouais, pour le coup, ça peut être d'autant plus grave de lui prêter un propos qu'il n'a pas tenu. Ou éventuellement de prêter une moquerie à un député, une députée. Enfin voilà, c'est très facile de faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Surtout que de base, JDG et Antoine Daniel ont un humour pas dans les clous, donc c'est facile de faire polémique autour d'eux. Bah c'est vrai qu'ils ont un humour qui peut être, je dirais même pas borderline, mais un humour un petit peu... ouais, ils ont un humour un petit peu taquin, quoi. Donc effectivement... des fois, ça peut être très mal compris par certains. On peut faire croire que Guillaume est de droite. Oui, dire un truc ne suffit pas à qualifier de diffamation, il faut apporter la preuve de conséquences concrètes. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit effectivement, tu ne peux attaquer en diffamation que si tu peux prouver qu'il y a eu un impact sur ton travail ou un impact moral. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai bien dit, si tu attaques en diffamation, il faut qu'il y ait une preuve de harcèlement, une preuve d'insulte, une preuve que ça a nui à ton image et que ça a nui à ton travail. Ça peut être comme preuve, ça peut être d'être allé, d'avoir consulté régulièrement un psychiatre, enfin, ça peut être ce genre de preuve. Voilà. D'ailleurs, en politique, les clips, c'est un outil de désinformation. Oui, complètement. Tout à fait, tout à fait. Un humour un peu provoque. Oui, provoque, mais je dirais pas que c'est le bon mot, provoque. Je dirais un humour... comment je pourrais le dire? Un petit peu... je sais pas si c'est le bon terme, mais un humour un peu faussement réac. Dans le sens où ils peuvent très vite faire en live des trucs du genre on peut plus rien dire, voilà, ce genre d'humour. Mais qui est évidemment un humour ironique à 1000%. Mais sorti de son contexte, ça peut totalement être détourné. Genre par exemple, quand le JDG, putain ça m'avait fait hurler de rire, mais quand le JDG avait fait un truc du genre, il y avait une musique qui était passée, il avait dit oh encore du rap, encore ce truc de jeunes là, machin. Bon voilà, ce genre d'humour un peu réac, un poil border comme diraient certains. Salut le Glode, bienvenue à toi. Caustique, oui c'est vrai qu'on peut dire caustique. Bref, allez, on avance dans les articles. Il est 8h39, mais en tout cas un article effectivement intéressant qui montre certaines évolutions de nos médias, mais qui finalement n'est pas si différent, comme le disait Basti et comme je le disais aussi en début d'article, pas si différent que ça de la presse People, juste générer du clic avec des extraits bien placés et des citations bien placées.
Après, JDG et Réac, pour le coup, c'est pas de l'humour qu'il fait, il n'aime pas le rap. Oui, mais il exagère beaucoup ce côté-là. Euh, faut pas non plus, voilà, je pense, lui prêter des intentions qu'il n'a pas. Bref, allez, on avance et on va parler de la Gazette Normandie, bien sûr, article gazettenormandie.fr, je ne connaissais pas ce site, incroyable. Mais effectivement, donc on va parler accès Internet, usage du numérique, etc. Le point sur les principaux enseignements de la dernière édition du baromètre du numérique. Et donc, il va y avoir quelques petits chiffres dans cet article qu'on va un peu survoler, hein, ça va être un peu du chiffre, mais voilà, voir si il y a des fois, il y a souvent des idées qu'on a un petit peu arrêtées ou reçues sur voilà, certaines impressions sur le numérique. Et donc là, on va justement voir des petits chiffres sur l'édition 2022. Alors, quelques petits chiffres. 92% des Français de plus de 12 ans sont connectés à Internet. Ok. 82% sont des internautes quotidiens. Donc ça fait quand même 18% qui ne vont pas sur Internet quotidiennement. Ok. 96% des gens utilisent Internet chez les 60-70 ans. Donc on voit que la génération effectivement 60-70 ans utilise énormément Internet. Pour le coup, c'est un peu quelque chose que j'aurais pas imaginé. J'aurais pas imaginé 96%. Mais par contre, ce qui est intéressant comme chiffre, c'est qu'à partir de 70 ans, ce chiffre tombe très vite. Donc ça veut dire effectivement qu'à partir de 70 ans, il y a une certaine fracture qui s'opère et que c'est un âge où factuellement il y a moins d'internautes. Voilà. 56% des utilisateurs d'Internet sur les réseaux... Alors oui, le smartphone est devant l'ordinateur en termes de terminal à accès à Internet, même si ce terme a vraiment beaucoup vieilli. Merci Ericstech, merci Alloun, merci Urbanwatch pour vos subs, merci énormément. Voilà. L'accès via Internet est aujourd'hui prédominant pour la télévision. 17% utilisent encore la TNT. Oh, c'est très bas. Ok. 75% des Français continuent d'écouter la radio ou des contenus audio en direct ou à la demande. Mais ils sont 2 fois plus nombreux à le faire via le poste de radio que via Internet. Donc la radio n'est pas encore morte, n'est pas encore à jeter. 77% des Français achètent des biens sur Internet. Un Français sur 2 quasiment sont abonnés à un service de vidéo à la demande. Ok. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes surpris par un chiffre. Je serais très curieux de voir s'il y a un chiffre qui vous surprend. 40% des Français sont équipés d'au moins un objet connecté dans leur foyer. Ok. Un Français sur 5 a déjà testé un casque de réalité virtuelle. Ok. On passe en moyenne 32 heures par semaine devant un écran hors activité professionnelle. C'est énorme. 17 heures la télévision, Television Rules the Nation, comme disait Daft Punk bien sûr. 8 heures de vidéo et 6 heures de jeux vidéo. Le jeu vidéo a une part effectivement très importante dans la vie des Français. Intéressant aussi, la participation aux réseaux sociaux décroît, notamment chez les jeunes, et 42% des internautes ont déjà eu recours au dispositif de signalement de compte ou contenu inapproprié, blablabla, ok. 58% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne pourraient pas se passer d'Internet plus d'une journée sans que cela leur manque, surtout les messageries et les réseaux sociaux. 56% sont sûrs ou pensent probable d'avoir été victimes d'un accès indésirable à leurs données personnelles, ok. 2 ans après la crise sanitaire, 56% des Français ont le sentiment de mieux maîtriser les outils numériques, mais les inégalités s'accentuent entre catégories sociales. Ça, c'est intéressant, et ça, c'est ma casquette de gauche, et ça fait plaisir. 71% des cadres et professions intellectuelles estiment s'être mieux appropriés les outils numériques pendant la pandémie, contre 43% des retraités et 38% des personnes non diplômées. Donc il y a une grosse fracture. Au final, 48% des Français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. Un nombre en hausse par rapport à 2021. Ça montre qu'on complexifie aussi, d'une certaine façon, nos démarches numériques. Et je pense que tout ce qui est double authentification et tout ça, y est pour quelque chose. Dans le sens où on doit de plus en plus retenir différents mots de passe, différents codes, différents machins. Et je pense effectivement que c'est quelque chose qui peut être très fatigant pour une partie des Français. Voilà. Quels autres chiffres j'ai ? Blablabla. Le taux de renouvellement des téléviseurs est extrêmement rapide. 47% des personnes sondées ont déclaré avoir remplacé leur téléviseur alors qu'il fonctionnait encore. Et seuls 10% des achats concernent des postes de seconde main.
Effectivement, le monde de l'occasion de la télé me paraît pas très très développé, donc effectivement, il y a aussi du boulot à faire là-dessus. Voilà pour ces petits chiffres sur le numérique. Tu dis quoi, Flonflon? Il y a une grosse baisse d'audience de la radio en 2022, mais encore plus de 70% des Français l'écoutent. Ok. Les démarches numériques sont en cause. Quand je vois comment c'est mis en œuvre, ça ne m'étonne pas. Mais on est d'accord, Melon. Je trouve que, mais même moi, pour le coup, qui suis habitué aux outils numériques, je trouve que il y a beaucoup de complexité dans l'utilisation de nos outils, ouais, de nos outils numériques, quoi. Et de nos démarches en ligne. Il y a beaucoup de double code, il y a beaucoup de machin. Moi, je le vois avec mes parents, mais effectivement, notamment ma mère, par exemple, pour des trucs comme payer en ligne. Elle a plusieurs codes de sa banque, elle a plusieurs machins, et même quand je l'aidais, putain, c'était pas facile, je trouve. Genre, ça devrait être facile. Je remonte un petit peu dans vos messages. Ça m'étonne les 32 heures hors activité professionnelle. En fait, on a tendance, Ishika, à sous-estimer le temps qu'on passe derrière un écran. Mais en fait, on passe beaucoup de temps derrière un écran. Si tu as commencé Internet à 40 ans, pourquoi tu arrêterais 20 ans plus tard à 60 ans? Oui, Nico Milo, oui, enfin oui, je suis d'accord avec toi. Mais qui écoute encore la radio? Beaucoup de gens, Sir Newt, beaucoup de gens. En gros, ceux qui ont été confrontés à Internet dans leur vie pro versus les autres. Il y a peut-être un peu de ça. C'est les UX designers qui sont à la rama. Ouais, oui, peut-être. J'ai aidé les process de retraite pour ma grand-mère. Franchement, une démarche... Ouais, non, mais c'est compliqué pour les personnes qui sont pas à l'aise avec les outils. Je fais des démarches pour ma retraite, c'est l'horreur. Ils ne sont pas fichus de faire des trucs simples. Pour envoyer un document, il faut attendre un mail, no comment. Alors moi, c'était pourquoi récemment? Putain, j'avais une histoire. C'était pour refaire mon permis de conduire. Où il a fallu... Attends, c'était quoi le truc? J'avais fait toutes les démarches sur le site, je crois que c'était le site de la police nationale, et j'avais reçu une réponse qui me disait je n'ai pas compris votre demande, alors que j'avais spécifié clairement ma demande, et j'avais dû envoyer une image. En gros, j'avais le seul moyen de communiquer, c'était par image, donc j'avais dû faire une capture d'écran en écrivant sur la capture d'écran: ma demande est la suivante, générer un nouveau permis de conduire. Et j'avais dû faire une capture d'écran, JPEG, et envoyer la capture d'écran pour que le service comprenne que ma demande était, que je répète en fait, que ma demande était effectivement de générer un nouveau permis de conduire. Alors qu'un simple champ texte aurait très bien marché. Pourquoi vous n'avez pas mis un champ texte? Voilà, ça c'est une des démarches récemment que j'ai faites et qui n'avait aucun sens. Voilà. Comment t'as refait ton permis? J'arrive pas à trouver sur le site officiel. Moi, c'était parce que mon vieux permis était périmé. C'était sur l'ANTS, Lantz, le truc national des titres de machin. C'était ça, je crois. Tu sais quoi? Normalement, on fait pas ça, mais là, check. ANTS, il me semble. Ouais, c'est ça. Agence nationale des titres sécurisés. Tu vas là et tu fais ta demande. Ma grand-mère n'utilise pas Internet et honnêtement, ce n'est pas facile pour elle de se dire que tout se fait par Internet. Ouais, il faut avoir il faut penser aux personnes qui sont pas nées avec un ordi dans les mains ou qui n'ont pas dans leur métier bossé avec ça. Il faut vraiment savoir prendre du recul là-dessus et être compréhensif, je pense. Effectivement, pour des personnes qui sont pas nées avec ça, quoi. Et c'est pas forcément évident. Oui, mon permis était périmé, ouais. J'avais le vieux permis, vous savez, le vieux permis rose qui se pliait là. Transition toute trouvée, on parle de permis rose, on parle de ville rose. Oh putain, quelle transition de fou. Et on va parler de l'enquête de France Info, mais pas vraiment, en fait, l'enquête de Radio France, pour être précis. Et nous allons parler... Mais comment ça se périme? Mais oui, ça se périme un permis. Oui, le permis papier, faites gaffe, mais moi j'avais bien une date de péremption, hein, bien sûr. Bref.
Le pays des chocolatines, évidemment. Nous allons donc parler de cette enquête, qui est très intéressante et qui pose beaucoup de questions sur le rapport que vous et nous avons à la publicité en ligne et le fait que les choses, et là Jérôme aussi l'avait plutôt bien pressenti, les choses deviennent de plus en plus floues concernant la publicité en ligne, au point que des gens essayent de monnayer ça. Et ça craint du cul. Voilà. Vous voyez, j'essaye de faire des phrases un peu élégantes et je les termine vulgairement. Et c'est terrible. Alors, quelle est cette histoire ? Story Killers, une star... Oh, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça. Je pense que c'est le nom de l'enquête, Story Killers. Ok. Une start-up toulousaine, et ça fait mal à mon petit cœur, vous savez que je viens de Toulouse bien sûr, propose de présenter des publi-reportages, donc des publicités, comme de vraies informations. Une société toulousaine offre à ses clients la possibilité de publier des publi-reportages dans de grands médias sans que la mention sponsorisée n'apparaisse. Une forme de blanchiment d'informations, et j'aime beaucoup ce terme, je le trouve très pertinent, contraire à la réglementation. Dans la jungle de la... Pourquoi mais... Ah oui, si, mes surlignages sont là. Putain, j'ai eu peur. Dans la jungle de la désinformation, toutes les sociétés d'influence n'ont pas recours à des méthodes extrêmes. Certaines jouent sur le flou qui existe entre publicité et information. Je vais zoomer un petit peu pour vous. La cellule d'investigation de Radio France, avec un consortium de 100 journalistes et 30 médias internationaux, coordonné par Forbidden Stories dans le cadre du projet Story Killers, c'est une phrase un peu longue, a ainsi pu identifier une société toulousaine qui propose à ses clients de publier des articles publicitaires dans des médias d'information sans que ceux-ci ne portent la mention sponsorisée. Cette proposition lui vaut d'attirer aujourd'hui vers elle des acteurs médiatiques parfois peu recommandables. C'est un problème. Créée en 2018, cette société toulousaine s'appelle Getfluence. Elle s'est développée en profitant de l'essor du secteur des publi-reportages et des articles sponsorisés à l'ère des médias en ligne. Ces formats qui mélangent contenu promotionnel et information sont une alternative aux publicités classiques, de plus en plus boudées par les internautes. Flairant le bon filon, dès 2015, le fondateur de Getfluence, Marc Dezordo, investit d'abord dans des sites de médias et des blogs qui proposent des espaces pour des articles sponsorisés. Je cite « Si je gagne 300 € par mois avec un blog, je peux gagner 100 fois plus avec 100 blogs équivalents », commentait-il alors sur son site personnel. Ce qui n'est pas complètement faux et plutôt malin en soi. Au bout d'un an, il a racheté plein de choses, sa petite affaire tourne si bien qu'elle dispose d'un réseau de 200 médias, dont une trentaine particulièrement influents. Mais Marc Dezordo voit plus grand. À 31 ans, il crée une entreprise qui se présente comme un intermédiaire entre annonceurs et éditeurs. Le concept de Getfluence prend forme, son fondateur le résume ainsi: permettre aux entreprises, genre Coca, Total, tout ça, de faire la une des plus grands médias d'Europe, tout en prenant au passage une commission de 30%. Donc c'est son business model. La grande majorité des entreprises ne parviennent pas à faire la une de la presse influente, explique Marc Dezordo. Les journalistes sont sursollicités, ils font tomber au bon moment pour espérer obtenir des articles mettant un coup de projecteur sur sa boîte. C'est tout l'intérêt du format publicitaire que nous proposons, un article sponsorisé ou public rédactionnel. Vous identifiez des médias qui vous correspondent, vous allouez un budget qui vous garantit de faire la une, c'est simple. Simple et très rentable. Marc Dezordo évoque un chiffre d'affaires qui doublerait chaque année pour atteindre 10 millions d'euros en 2022. Bon, on ne connaît pas son bénéfice, mais à mon avis, il se fait aussi quand même pas mal de bénéfices. Bref, ce n'est pas précisé. Et de fait, les équipes s'étoffent. Getfluence compte aujourd'hui une 50aine de salariés répartis entre la France, l'Italie et l'Espagne. Il projette de se développer en Allemagne et au Royaume-Uni et il attire ses clients grâce à son site qui propose un étonnant catalogue permettant de mettre en relation 1500 annonceurs avec plus de 10 000 éditeurs. Donc éditeurs, on le rappelle, là dans ce cas, ça va être site web, blog et éventuellement journaux. A priori, journaux plutôt en ligne. Un catalogue qui n'est présenté qu'aux initiés, il faut pour le consulter s'inscrire et avoir été validé comme client par un membre de l'équipe des ventes de Getfluence. L'annonceur qui veut donc placer son publi-reportage, donc là imaginez par exemple Coca, qui voudrait vanter les mérites de ses nouvelles usines, donc faire un peu la promo de Coca, mais de façon un petit peu détournée, de faire mousser la marque, sans mauvais jeu de mots, peut alors effectuer une recherche dans la liste des sites d'éditeurs avec des tarifs qui vont d'une centaine d'euros à plus de 40 000 si l'on veut être publié sur les sites les plus influents ou les plus fréquentés. Mais écoutez bien, là où le bas blesse, c'est qu'on lui propose une option assez étrange, donc par exemple à la marque Coca, la publication d'un article sans qu'apparaisse la mention sponsorisée, une option que le catalogue propose pour plus de 3000 sites en France
et plus de 17 000 dans le monde. Et donc on a une capture d'écran ici où on voit très clairement, vous pouvez acheter en gros un reportage où la mention sponsorisée ne va pas être indiquée. Voilà. Getfluence joue donc sur le mélange des genres, au risque de créer une confusion contraire à la loi. Plusieurs textes réglementaires imposent en effet de distinguer les publicités des autres contenus, et bien sûr, toute publicité, donc ça c'est l'article 20 de la loi du 21 juin 2004, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. Pas de doute possible. Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention publicité ou communiqué. Voilà. Le code de la consommation interdit également tout contenu publicitaire diffusé sans être identifié comme tel. Il le qualifie de pratique commerciale trompeuse, punie de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €. Et après, il y a évidemment l'éthique des journalistes, la charte d'éthique des journalistes. L'article 13 rappelle qu'il faut éviter toute confusion entre l'activité de journaliste et celle de publicitaire ou de propagandiste, car il y va de la crédibilité des médias et du contrat de confiance qui doit se nouer entre lui et ses lecteurs. Très important ça. C'est un des gros problèmes et c'est aujourd'hui ce qui fait que beaucoup de gens sont très méfiants et défiants vis-à-vis des médias. On l'a vu pendant la crise Covid. Interrogé sur l'existence de cette option qui transforme un publi-reportage en pseudo-contenu rédactionnel, son directeur nous a répondu, je cite, « En France, la mention est obligatoire, mais hélas, la législation n'est pas commune à tous les pays du monde, donc chaque média, selon son offre et le pays, définit ses critères et notamment en lien avec la législation. » Donc en gros, il se défend en disant effectivement que cette option ne servirait que pour les articles publiés dans certains pays où la loi est plus permissive. Mais bon, pas fou hein, les enquêteurs. Pourquoi dans ces conditions la proposer pour des sites français ? Eh bien Marc Desordeaux ne répond pas précisément et il dit « Quelles que soient les options choisies par l'annonceur, c'est le média qui décide au final. » Une réponse qui peut surprendre car parmi les médias qui apparaissent sur la plateforme figurent quelques médias de renom comme The Guardian en Grande-Bretagne ou le magazine Elle. Voilà. Interrogé sur leur présence, Marc Desordeaux plaide la bonne foi. Je cite encore « Il peut exister des erreurs de saisie et des critères sur une partie de nos offres. » Oui, donc des erreurs de saisie et de critères, puisque cela est propre à des actions humaines. Défense quand même un peu légère. Cette légèreté pose problème au directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, dont la publication fait aussi partie du catalogue. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi notre média apparaît sur leur plateforme. Cela me paraît grave. Il nous arrive occasionnellement, mais très rarement, de publier des contenus sponsorisés avec des collectivités locales dans le sud de la France, 2 fois cette année, mais c'est bien sûr spécifié à chaque fois, assure le directeur de la rédaction. Getfluence propose pourtant de publier un article publicitaire sans la mention sponsorisée pour 5 646 € à la charge de l'annonceur. Donc là, il y a un article effectivement où on voit qu'on peut payer 5 646 € pour avoir une publicité déguisée sur le site Valeurs Actuelles. Voilà. La société toulousaine proposerait-elle donc un service imaginaire ? La cellule d'investigation de Radio France a découvert que l'option avait bel et bien été utilisée. Donc ça a été utilisé. Des publi-reportages ont été publiés en France sans que cela ne soit mentionné, mais essentiellement sur des blogs, des sites communautaires ou des sites de voyage. Nous avons aussi découvert qu'une société d'influence a fait un usage intensif de cette plateforme pour publier des récits trompeurs en faveur de ses clients, dont certains sont des gouvernements étrangers. Intéressant ça. Une source au sein de cette agence nous a confirmé avoir eu régulièrement recours à Getfluence, justement parce qu'elle propose cette option permettant de ne pas afficher la nature sponsorisée d'un article. Tu m'étonnes. Dans ce cas-là, peu importe la visibilité du média, car même s'il est publié sur un site qui peut sembler secondaire en termes d'audience ou de notoriété, un article peut ensuite être partagé sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne d'influence. Et si le site est bien référencé sur les moteurs de recherche, il peut remonter en tête des liens fournis par Google ou Google Actualité. Je cite encore, « Je n'ai pas besoin que ce soit dans un média très fort, nous explique cette source. Je te refais ton SEO, donc le classement dans les résultats des moteurs de recherche, de Google par exemple, en 3 jours avec quelques articles. » Cette option, donc, deuxième chose très importante de cet article, cette option est donc très pratique pour un client qui souhaiterait améliorer sa réputation. Et c'est là aussi où c'est important. C'est pas que faire de la pub déguisée, c'est aussi améliorer la réputation. Parce qu'en publiant des contenus qui le mettent en valeur et qui apparaissent dans les premières pages de Google, il diminue la visibilité des contenus jugés indésirables, renvoyés à des pages plus lointaines. Il s'agit donc d'une forme de blanchiment d'informations. En gros, on génère des contenus qui sont positifs vis-à-vis d'une marque,
Donc par exemple plein d'articles sur les usines de Coca, plein d'articles sur Total et ce que la marque fait pour l'écologie, etc., etc., qui peuvent aussi apparaître sur Wikipédia, puisque les textes achetés par les agences d'influence peuvent être cités comme source légitime en note de bas de page sur l'encyclopédie, très consultée par les internautes. Consciente de l'enjeu qu'elle représente dans les campagnes d'influence, Wikipédia a lancé un projet baptisé Stop Pub, tiens, ça ressemble un peu à Nowtech ça, qui vise à supprimer les contributions rémunérées de son site. Interrogé à ce sujet, le patron de Getfluence se défend à nouveau. Nous ne sommes pas une agence de e-réputation, nos commerciaux sont en contact systématique avec les nouveaux utilisateurs, ce qui permet de leur refuser l'accès à notre plateforme le cas échéant. Notre enquête démontre qu'elle a pourtant bien été utilisée pour de l'e-réputation et qu'elle risque à long terme, en gommant les frontières, écoutez bien ça, en gommant les frontières qui existent entre publicité et information, de contribuer un peu plus à alimenter la défiance qui s'est installée entre le public et les médias. Voilà pour cet article de France TV Info et donc de l'investigation de Radio France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que cet article est passionnant, je trouve qu'il montre une pratique qui est quand même très critiquable et qui pose de vrais problèmes de société en termes encore une fois de confiance dans les médias. Et je le disais, on l'avait vu pendant la crise Covid, mais effectivement beaucoup de Français, et peut-on leur en vouloir, critiquer le fait que certains grands médias soient possédés par effectivement des grandes fortunes françaises. Et c'est vrai qu'en termes d'indépendance, c'est des choses sur lesquelles on peut tiquer. Maintenant, ça faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où effectivement ça ne veut pas dire que tout ce qui est publié est de la manipulation, mais effectivement il y a un vrai travail sur redonner de la confiance, sur l'indépendance des médias, et la France n'est pas le meilleur élève dans ce domaine. Voilà. De toute façon, les influenceurs de Toulouse, je les ai toujours trouvés louches, exactement. D'autant que les petits médias sont souvent niches et peuvent être crédibles. T'as raison, Pat Babylone, c'est une bonne analyse. Effectivement, un petit blog, va-t-on se dire qu'un petit blog fait un contenu déguisé ? Une fausse publicité. C'est vrai, c'est une bonne analyse. Effectivement, on aura tendance à donner plus de crédit et de confiance à un petit blog fait par quelqu'un qui a l'air un peu indépendant, machin. Pourquoi la justice n'agit pas ? Peut-être que la justice va agir. Hein. C'est une enquête qui vient d'être publiée là, hein, le 16 février, donc c'est tout frais. C'est tout frais. Plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est marrant. Les produits laitiers russes sont vos amis pour la vie. Si on obtient la liste des clients qui ont acheté avec cette option, je serais curieux de savoir quels sont les clients qui ont pris cette option. Je serais très curieux aussi. Ça peut foutre un gros bordel sur beaucoup de marques. Et ça, pour le coup, je sais d'expérience. Alors, ça remonte à beaucoup d'années. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait moins maintenant. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'années, on m'avait proposé, quand j'étais sur YouTube avec ma chaîne en solo, on m'avait proposé de faire une OP non déclarée. De faire une OP comme ça. Et je m'en rappelle, l'OP était sur de faire la promo. Je dirais pas laquelle, voilà, mais c'était la promo d'une série Canal. Je pense que, à mon avis, j'ai pas plus d'infos que ça, j'avais juste vu passer l'histoire et le mail. Je pense que derrière, ça a dû un peu chauffer et j'espère qu'ils se sont corrigés. Mais je me rappelle très bien de ça. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, hein, les choses sont beaucoup plus organisées, les process sont mieux mis en place. Et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein. Enfin, aujourd'hui, je pense que la quasi-intégralité, c'est pas moi qui gère ça, mais la quasi-intégralité de ce qu'on reçoit sur Nowtech, voilà, il n'y a pas de problème, c'est bien précisé que c'est sponsor. Mais je m'en rappelle très bien. Voilà. Beaucoup d'influenceurs sur Internet font de la pub sans que ça soit explicitement dit. Ouais, c'est des débats qui reviennent très régulièrement et même dans le domaine de la tech, c'est pas encore complètement parfait, quoi. C'est pas complètement parfait. Les fausses infos en masse vont aussi alimenter le corpus à savoir des IA, de savoir, et de fait changer ce que les IA vont répondre. Ça peut être une inquiétude, effectivement, des IA. Non, Fanou, non. En fait, si tu veux, Fanou, j'ai vu le truc passer et j'ai fait bon. J'ai complètement zappé la chose, quoi. Dans ce cas, où est la responsabilité ?
à la marque ou à la personne qui diffuse, crée la pub? Les torts sont partagés, moi je pense. A priori, je considère que les torts sont partagés. La marque, si elle a pris cette option, euh, nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit, et elle a pris cette option en le sachant très bien. C'est une option vendue comme quelque chose de marketing, hein. Salut Jamis, tu dis quoi? Storytellers fait beaucoup de bruit pour de bonnes raisons. Redonner de la confiance est très important aujourd'hui, donc je plus sois. Les contenus déguisés, c'est une rupture de confiance directe pour la majeure partie d'entre nous, marre d'être pris pour des cons. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. C'est passionnant et super flippant. Ouais, en fait, ce qui est très dérangeant, c'est que tout de suite, ça met vous savez, une petite alarme dans la tête qui dit putain, mais si ça se trouve, j'ai lu des articles, j'ai regardé du contenu sur internet qui était un contenu faussement sponsorisé. Et c'est ça qui est qui peut être un peu agaçant, quoi. Euh... Tu cites beaucoup une multinationale du soda, t'aurais pas été contacté par une petite... Non, non, non. Non, je dis Coca parce que ça permet de visualiser un peu mieux. J'utilise cet exemple, mais je pourrais citer plein d'autres marques, hein. Je comprends pas un truc, si on sait qu'une entreprise a fait un truc illégal, comment se fait-il qu'elle n'ait pas encore fait l'objet d'une mise en examen? Bah parce qu'il faut un plaignant. Il faut que quelqu'un porte plainte. Après, ce quelqu'un, ça peut être une association, ça peut être genre 60 millions de consommateurs, ça peut être l'État, mais il faut une plainte. Non, t'inquiète, y a pas de souci, Captain Cosmos. Après, pour nuancer un peu, il ne faut pas condamner immédiatement un influenceur qui vante les mérites d'un produit qu'il utilise depuis un moment juste parce qu'il en est content. Ah oui, non, non, mais évidemment. Mais vous savez, si sur Nowtech on a le stop pub caché depuis le début, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que c'est très 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 important d'être clair, quoi. Une mise en examen, tu n'as pas besoin d'avoir une plainte? Attends, ça me paraît étonnant là. La frontière information-communication est mince, ce sont pourtant deux choses bien différentes. Ouais, mais en plus, pour le coup, ce que j'ai constaté justement dans le milieu tech, et pour avoir eu des débats avec beaucoup de collègues, c'est que la sensibilité à la publicité et au sponsoring n'est pas la même partout. C'est-à-dire que, enfin, nous, Nowtech, on est à cheval là-dessus, mais pour beaucoup d'autres personnes, c'est pas... euh, beaucoup d'autres personnes ont du mal à sentir que quand tu es sponsor par une marque, le fait même d'être sponsor va forcément influencer ton écriture. Et on a eu beaucoup de débats là-dessus, et effectivement, en disant ça, moi ça me paraît hyper évident. C'était pas évident pour tout le monde. Et ça pose ouais, des vraies questions sur effectivement le rapport qu'on a aux marques, le rapport que d'autres youtubeurs, et d'ailleurs je dis dans la tech, mais pas que dans la tech. Mais d'une certaine façon, pour certaines personnes, le fait d'être sponsor par une marque, c'est pas un problème si le produit est génial. Parce que l'argument, c'est de dire de toute façon, on allait dire du bien, donc autant être sponsor. Et ce à quoi je répondais, ouais, mais non, en fait, quand t'es sponsor, même si tu adores le produit, tu seras inévitablement un peu plus lisse sur certains trucs. Mais c'est normal. Si tu es payé par une marque, tu n'écris pas de la même façon que si tu n'es pas payé par une marque. Et c'est pour ça qu'on en revient à la même chose. Il faut dire, et la loi le dit, il faut dire explicitement quand un contenu est un public rédactionnel, est sponsorisé. C'est très important. Parce qu'au moins tu sais, en regardant le contenu, tu sais que la marque a eu un droit de regard, la fameuse phrase que nous on dit sur Nowtech. Voilà, mais c'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est un débat. C'était pas évident pour beaucoup de créateurs de contenu. Moi, ça me paraît méga évident, mais on a eu ce débat, on en a discuté des heures dans des voyages de presse. On en a discuté pendant des heures et pas évident. Pas évident, pas évident. Donc c'est pour ça qu'on le redit, le plus important c'est d'être transparent, comme ça, voilà.
Et comme ça, moi, je considère que si des personnes n'ont pas envie de voir un contenu publié rédactionnel, elles peuvent sauter le contenu. Voilà. Le procureur de la République peut se saisir seul du dossier. D'accord, merci pour l'info melon. J'avoue que je suis pas un expert en droit. Après, on voit des streamers rester libres de parole malgré le sponsoring de certains. Alors oui, mais à partir du moment où tu as une relation commerciale avec une marque, tu ne dis pas la même chose que si tu étais totalement indépendant. Toujours. Et ça, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut être transparent. D'ailleurs, moi, par exemple, c'est ce que j'aime bien chez Linus Tech Tips. C'est que Linus Tech Tips, il y a des vidéos où avant de faire la vidéo, il le dit, il a investi dans l'entreprise dont il est en train de parler. Je crois que c'est l'entreprise qui fait les ordi portables qui sont upgradables là. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette entreprise. Mais j'ai beaucoup aimé cette démarche. Il dit voilà, avant de commencer, disclaimer. Alors je crois aussi que c'est la loi canadienne, mais disclaimer, j'ai des parts dans cette entreprise et je me dois de vous le dire. Voilà, et il le dit. Et c'est super important. C'est Framework, merci Mooncanar, effectivement, Framework. Ouais, c'est Framework. J'aimerais bien tester Framework d'ailleurs. C'est un produit que j'aimerais beaucoup tester. On leur avait envoyé un mail. Faudrait que je les relance parce qu'ils avaient dit oui, on pourrait vous envoyer un truc. Là, on n'en a pas et tout, et c'est compliqué, mais voilà. Donc, c'est des débats qui sont pas terminés et puis on verra comment ça évolue, mais je pense que ça évolue dans le bon sens du terme. Et pour être tout à fait... Est-ce que justement, en parlant de sponsor, ça ne serait pas le moment? Et là, voilà, c'est une publicité dans le mug. Voilà, c'est notre sponsor, évidemment. O2Switch, c'est un super sponsor, donc ça, j'avoue que ça régale quand même. O2Switch, qui est donc l'hébergeur web par excellence. Alors, si vous êtes intéressé par effectivement l'hébergement web et O2Switch, qui est l'un des meilleurs sur le marché, eh bien, n'hésitez pas, point d'exclamation O2 dans le chat. Avec une sécurité et une fiabilité remarquables. O2Switch est donc, je l'ai dit, l'un des meilleurs hébergements web sur le marché. C'est français, Cocorico, data center en France. Et O2Switch offre un service de qualité pour celles et ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. Il y a un support client exceptionnel, bien sûr, comme nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers et conseillères aussi, prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch, c'est une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité. Plus besoin de choisir entre coût, puissance CPU, mémoire et nombre de sites. Tout est clair et simple. Et O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc n'attendez plus, O2Switch c'est là pour vous. Utilisez le code promo N15 et bénéficiez d'une réduction de 15% pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement et en plus c'est satisfait ou remboursé. Voilà l'O2Switch, l'eau cachée de la Nintendo Switch. Pas du tout MMG, absolument pas. Dommage, bien tenté. Bien tenté. Allez, je vous propose qu'on fasse une petite cerise Bing. Et on va demander des trucs à Ming, on va faire un peu de jeu de rôle, on va s'amuser, ça va être cool, ça va être incroyable. Ouais. Mesdames et messieurs, nous allons donc parler effectivement de Bing plus ChatGPT. Donc en fait, je dis ça pour qu'on capte, mais en fait c'est Bing qui a implémenté une grosse partie de l'algo. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne quand on lui fait faire un jeu de rôle. Démo que j'ai fait chez mon ami Hugo Paradis aussi, qui a un petit stream le mercredi soir, qui s'appelle Soir et Pyjama. Donc j'ai demandé à Bing, et dans le chat, proposer des suggestions, en sachant que la grosse différence, je le récapépète, la grosse différence, c'est que Bing est capable de chercher sur le net. Alors que ChatGPT était limité jusqu'en 2021. Donc là, Bing, vous pouvez lui demander de résumer des articles beaucoup plus récents. Si je lui demande de résumer la guerre en Ukraine, il va le faire et il aura beaucoup plus d'informations. Enfin, ChatGPT, en fait, n'en avait aucune. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé à Bing? J'ai demandé à Bing
Jouons ensemble à un jeu interactif dans lequel tu me proposes 3 choix pour chaque étape. Je dois saisir le numéro correspondant au choix. Une étape se déroule de la façon suivante, rappel de mon nombre de PV, lancement d'un dé à 6 faces, donc ça c'est très jeu de rôle, en affichant le résultat. Si le résultat est 6, mon étape est améliorée. Si le résultat est 2, 3, 4 ou 5, mon étape est normale. Si le résultat est 1, mon étape est dégradée. Je peux par exemple recevoir des dégâts supplémentaires, etc. Ce jeu s'inspire des jeux de rôle à choix multiples. Nous sommes dans l'univers de Donjons et Dragons et on commence dans une taverne. Je commence le jeu avec 20 PV. Chaque coup reçu durant un combat me fait perdre 1 PV. Le jeu s'interrompt à chaque étape pour me permettre de saisir mon choix. Et donc, c'est une bêta... alors non, c'est une bêta ouverte, il faut faire la demande. Tu vas sur Bing et tu te connectes avec un compte Microsoft et tu te mets sur la liste d'attente. Donc Bing m'a répondu, d'accord, jouons à ce jeu, je vais être le maître du jeu et vous allez être le héros de l'aventure. Vous êtes dans une taverne bondée de gens de toutes sortes. Vous entendez des rires, des chansons, des cris et des bruits de verre qui s'entrechoquent. Vous êtes assis à une table avec une chope de bière à la main. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle. Que faites-vous ? 1. Vous vous levez, vous dirigez vers le bar pour commander une autre bière. 2. Vous restez assis, vous observez les gens autour de vous. 3. Vous vous approchez d'un groupe de musiciens qui jouent de la flûte, du luth et du tambourin. Moi, j'ai envie de partir sur le groupe de musiciens. Donc là, je lui réponds 3. Et la fiche de perso. C'est vrai qu'on pourrait faire une fiche de perso. Vous vous approchez des musiciens et vous les écoutez avec attention. Ils jouent des airs entraînants et joyeux qui font danser les gens. Vous remarquez qu'ils ont une boîte à côté d'eux, où les gens peuvent leur donner des pièces d'or en guise de pourboire. Vous avez envie de les rejoindre et de jouer avec eux, vous lancez un dé à 6 faces pour voir si vous réussissez. Donc vous voyez, Bing, retient bien, résultat du dé est 4, donc l'action est normale. Vous réussissez à jouer avec les musiciens, vous prenez un tambourin et vous vous mettez à battre la mesure. Les musiciens vous sourient et vous accueillent dans leur groupe. Vous vous amusez beaucoup et vous gagnez quelques pièces d'or au passage, trop cool. Que faites-vous ensuite ? Vous continuez à jouer, vous remerciez les musiciens et vous retournez à votre table. Vous demandez aux musiciens s'ils connaissent des rumeurs ou des quêtes intéressantes. Bah, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal. Des petites quêtes. Est-ce qu'on n'a pas envie des petites quéquettes là ? Alors, vous demandez aux musiciens s'ils connaissent des rumeurs ou des quêtes intéressantes. Vous lancez un dé. Résultat du dé, 6. Donc ça, c'est une réussite critique. Vous obtenez des informations utiles. L'un des musiciens vous dit qu'il a entendu parler d'un trésor caché dans une grotte au nord de la ville. Il dit qu'un ancien mage y aurait dissimulé ses secrets et ses richesses avant de mourir. Il dit aussi qu'il faut être prudent, car la grotte est gardée par des pièges et des créatures dangereuses. Il vous donne la carte de la grotte qu'il a trouvée dans un vieux livre. Vous remerciez le musicien et vous partez à la recherche de la grotte. Vous cherchez des compagnons, vous restez dans la taverne. On va partir à la recherche de la grotte. C'est parti. Vous remerciez le musicien et vous partez à la recherche de la grotte. Vous sortez de la taverne et vous vous dirigez vers le nord. Vous suivez la carte que le musicien vous a donnée. Vous marchez pendant plusieurs heures à travers les bois et les collines. Vous finissez par arriver à l'entrée de la grotte. Vous voyez une ouverture sombre dans la roche. Vous sentez une brise froide et humide qui en sort. Alors là, il est un peu répétitif. Il fait beaucoup de vous. Bref. Vous entendez des bruits étranges qui résonnent dans les profondeurs. Vous vous préparez à entrer dans la grotte. Alors, que faites-vous ? Vous entrez dans la grotte sans hésiter, avec prudence. Vous cherchez un endroit pour camper. Vous attendez le lendemain. Sans hésiter. C'est parti. Oui, il invente au fur et à mesure le récit. Tout à fait. Alors, je suis entré dans la grotte. Malheureusement, j'ai fait un 1. Donc effectivement, le problème, c'est que le 1, c'est un échec. Donc effectivement, bah là, il me le dit. Vous marchez sur un fil tendu qui déclenche un piège. Des flèches empoisonnées jaillissent des murs. Et... Oh merde! Oh, il s'est arrêté! Oh bah non! Attendez. Bah attendez, je réessaye. Ah, c'est marrant, pourquoi il s'est arrêté? Si je refais 1. Ah si, c'est bon, il l'a relancé. Bah, ChatGPT, il buguait des fois. Vous lancez un dé à 6 faces, 1. Vous marchez sur le fil tendu, d'accord, il me régénère le même truc. Toi aussi, tu t'es spécialisé dans les lancers de dés pourris. Oh putain, ouais. Donc effectivement, des flèches empoisonnées jaillissent des murs et vous transpercent. Vous perdez 5 PV, vous avez maintenant 15 PV. Donc vous voyez que c'est quand même assez bluffant sur le fait qu'il retient les PV qu'on a. Oui, tu peux, Bobo le maladroit, lui demander des choix que tu écris toi-même. C'est juste que là, pour la démo, je vais un peu plus vite et je lui demande de me proposer les choix. Mais tu peux totalement, et vous pouvez, lui demander des choix personnalisés. Vous continuez à avancer malgré la douleur, vous faites demi-tour, vous sortez de la grotte, vous vous soignez avec une potion. On va se soigner. Alors je vais pas faire ça indéfiniment, mais je veux juste vous montrer un petit peu, voilà, un exemple de jeu de rôle qui fonctionne bien. Effectivement, Jérôme, tu l'expliques bien. L'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, c'est qu'elle fonctionne sur de la probabilité. C'est que pour elle, chaque phrase et mot qu'elle génère est probable pour elle. Et ça s'inspire effectivement des histoires de jeux de rôle.
C'est pour ça qu'on part tout de suite dans des grottes, on part tout de suite dans des flèches qui vous blessent, qui vous empoisonnent, etc. On fait un dernier. Vous continuez à avancer dans la grotte. Voilà, c'est parti. Donc effectivement, je me suis soigné, j'ai récupéré 5 PV, je retourne à mes 20 PV. Et j'ai fait une réussite critique avec un 6. Vous avez de la chance, vous trouvez un passage secret qui vous mène directement à la chambre du trésor. Stylé. Vous prenez tout ce que vous pouvez, vous sortez de la grotte. Allez, on va essayer de faire ça et sortir. C'est spécifique à Bing. Non, tu peux le faire dans ChatGPT. Mais Bing, je le trouve meilleur. Je trouve que Bing donne des résultats... voilà. Vous réussissez à sortir sans encombre, vous évitez les pièges, vous voyez le soleil se lever à l'horizon, vous êtes riche et heureux, félicitations, vous avez terminé le jeu avec succès. Stylé. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant sur Bing, c'est, vous voyez en bas à gauche, je peux cliquer sur Nouvelle rubrique, il efface tout ce qu'on a fait, et on peut tout de suite lui reposer une question. Donc là, on va lui demander, par exemple, un truc récent, qu'est-ce qu'on a eu dans l'actualité. Alors j'allais lui dire, résume-moi l'histoire de Pierre Palmade, mais c'est un petit peu tristoun cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de résumer? C'est vous le chat qui... le donjon Nullbug, c'était mieux avant. C'est vous le chat. Qu'est-ce que je lui demande dans l'actualité récente? Un truc pas trop glauque, si possible. Résume l'offre Twitter Blue. Ah! Est-ce qu'il va réussir à le faire? Tiens, bonne suggestion, Bastille. Résume l'offre Twitter Blue. Alors. Résume l'offre Twitter Blue. Donc, vous voyez, là, il écrit recherche de Twitter Blue, recherche Twitter Blue français. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Ceci est Bing. Twitter Blue est un service d'abonnement mensuel à Twitter permettant de profiter des fonctionnalités exclusives. Vous pouvez modifier vos tweets après les avoir publiés, changer la couleur de l'icône, des éléments sauvegardés limités, obtenir une marque de vérification bleue sur votre compte. Twitter Blue est actuellement disponible. Le prix de l'abonnement est de 9,60 € ou 12 € par mois selon la formule choisie. J'ai pas trop suivi l'histoire de Twitter Blue. Il est correct, non? Il me paraît correct là. Il est plus rapide que GPT. Ouais, il est plus rapide que ChatGPT, ouais. La réforme des retraites. Intéressant. Résume-moi la réforme des retraites. Je vais lui demander avec des arguments. J'aime bien le côté un peu avec des arguments pour et contre. Résume-moi la réforme des retraites avec des arguments pour et contre. Et il retient le contexte aussi, hein. Je précise. Là, je lui demande un sujet complètement différent, mais il retient le contexte. C'est 8 € par mois, les prix sont pas bons? D'accord. Ok, merci pour l'info. Quel est le jeu favori du joueur du grenier? La réforme des retraites est un projet de loi du gouvernement visant à modifier le système de retraite par répartition en France. Le but est d'assurer la survie du système face au vieillissement de la population et au déficit financier. Les principaux changements prévus sont... Ok. Passe 62 à 64 ans, bonus-malus. Il a l'air plutôt pas mal. La garantie d'une retraite minimum de 1000 €. C'est pas 1000 €, c'est 1200 €, il me semble. Voyons voir la source qu'il cite. On est d'accord que normalement c'est 1200. Hein. Non, c'est 1000 €. Attendez. Je trouve ni 1000 ni 1200. Ah oui, oui c'est ça. La pension minimale passera bel et bien à 1200 € brut. Ouais, donc là il s'est gouré. C'est bien 1200. Ouais. Ouais. Ah non, il était bon sur les prix de Twitter Blue. C'est bien 9,60 € TTC. Ouais. Il dit 1200 € brut. Ah, peut-être 1000 € net? Attends. Parce que, en fait, la grosse force aussi, c'est que vous pouvez aller voir le... Attendez. 1000... Non, il n'y a pas 1000 dans l'article. Je suis en train de chercher. Il y a bien 1200. Mais il n'y a pas... Ouais. Donc encore une fois, hein, il faut se méfier sur certains trucs qu'il va dire, parce qu'il n'est pas encore parfait. Mais globalement, il se démerde bien pour faire un récap. Si on peut lui demander, résume-moi Nowtech. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Résume-moi Nowtech. Recherche de Nowtech. Ok, il mouline.
Il mouline. Nowtech est un média en ligne spécialisé dans l'actualité tech et les produits high-tech. Il est animé par une équipe de passionnés qui propose des vidéos, des articles et des podcasts sur les dernières innovations. Nowtech qui compte plus de 600 000 abonnés. Bah là, il dit de la merde. Ah non, il dit qu'il y a Nowtech TVFR qui compte 600 000 abonnés et Nowtech qui compte plus de 300 000 abonnés. What the fuck? Nowtech TVFR. Ah, mais c'est peut... Non, c'est bizarre ça. Ah, et sur Patreon. Ah, il est à jour sur Patreon pour le coup. Quelle est la dernière vidéo de Nowtech que vous avez regardée? C'est marrant, pourquoi que vous avez regardé? Est-ce qu'il va dire je suis une IA, je peux pas regarder de vidéo? Oh! Ah, pas mal ça. Quelle est la dernière vidéo de Nowtech? La dernière vidéo, c'est celle sur le Samsung Galaxy S23. Alors, bon, il n'y a pas Ultra, mais c'est pas mal. Là, il dit de la merde par contre, parce que l'appareil photo de 108 mégapixels, c'est faux. C'était le S22, le 108 mégapixels. Tu peux lui donner des liens d'entrée genre vidéo. Alors, tu peux lui demander de résumer des articles, et tu peux lui demander de résumer du YouTube, mais ça marche pas sur toutes les vidéos. Quel est le meilleur live Twitch sur le thème de la tech qui a lieu tous les matins? Ah, j'aime bien cette question. Après, attends, je vais nettoyer la conversation pour pas qu'il soit biaisé. Quel est le meilleur live Twitch sur le thème de la tech qui a lieu tous les matins de 8h à 9h30? On va voir ce qu'il dit. Normalement, contrairement à ChatGPT, il est capable de répondre à ça vu qu'il peut chercher sur Bing. Alors, il y a plusieurs live Twitch sur le thème, mais je ne sais pas si c'est le meilleur. Voici quelques exemples. La matinée Étienne de Samuel Etienne. C'est vrai qu'il parle parfois de technologie. Putain, mais il a eu la matinée Étienne, quoi. Waouh. En vrai, je suis quand même bluffé. Metricool, ok. Ok. Twitch, pas des records. Presse Citron. Oula. Là, il part sur un truc qui va pas du tout. Ok. Non, là, il a pas cité Nowtech, c'est à chier. Voilà, c'est nul. Adios, en fait. Mais il a eu la matinée Étienne de Samuel Etienne. Je suis un peu bluffé quand même qu'il ait réussi à dégoter ça. Vexant de fou. Attends. Qui est le meilleur YouTuber sur l'UI et l'UX? Attention, Bastien. Attention, attention à sa réponse. Oui, Matinée Etienne, c'est le référencement qui marche. Voici quelques exemples de chaînes YouTube qui sont populaires et appréciées dans ce domaine. Dansky, ok. Je sais pas si tu le connais, Bastien. Moi, je connais pas du tout Dansky. Misco, ok. Ok, ok. Ok. UX Mastery. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bing qui n'aime pas ni Nowtech ni Basti. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est des Américains, d'accord. Tu peux lui demander. Attends. Parce qu'en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il comprend le contexte. Si je lui dis et des chaînes YouTube françaises. Ouais, ouais. Je vais lui demander. Salut, Boluga, bienvenue à toi. Mais ChatGPT se sert des sources internet, mais il se sert aussi des sources de ChatGPT. Ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je sais pas. Ah, let's gong. Bien ouais, on l'a eu. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal parce que notamment, si vous êtes une entreprise qui veut négocier avec des influenceurs, ça peut être une bonne strat d'utiliser Bing pour aller découvrir des influenceurs dans un domaine. Par exemple, moi j'aime bien les jeux de société. Genre, je peux lui demander quels sont les meilleurs youtubeurs jeux de société français pour faire de la veille technologique. Quels sont les meilleurs youtubeurs jeux de société français? Ah, je vais même lui demander dans le domaine jeux de société en français. Ou je vais peut-être lui demander français là, ce sera plus clair. Français dans le domaine jeux de société. Comme ça, moins de risque de confusion. Mais pour faire de la veille, vous voyez un peu la puissance du truc, quoi. Ah, il parlait du sketch. Ah oui, oui, t'as parlé d'un vieux truc. Ouais, ouais, ok, ok. Mais il t'a eu quand même. Les jeux de société sont un excellent moyen de se divertir. Il existe de nombreuses chaînes YouTube qui font découvrir, blablabla. Je vais lui demander autre chose. Trick Track, ouais, Trick Track, je connais, c'est bien.
Demande quelle est la meilleure chaîne tech française qui s'appelle Nowtech. Écris-moi un rap. Un couplet de rap un peu cringe sur les nouvelles technologies. Écris-moi un couplet de rap un peu cringe sur les nouvelles technologies. Est-ce qu'il comprend le truc de un peu cringe? Écris-moi un couplet de rap. Genre, est-ce que cringe pour lui ça lui parle? Sur Léo Duff, il y a eu Léo Duff, comment ça? Ah non. Ok, voici un couplet de rap un peu cringe sur les nouvelles technologies. Ah oui, tu veux dire, genre, on se met en mode Léo Duff pour le lire. Oh non, 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 non. Je prendrai pas ce risque, hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis le rappeur du futur, je maîtrise les nouvelles technologies, je rappe avec mon smartphone, ma tablette, ma montre connectée, je fais des rimes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Ouais, je sais, il est 9h30, on va couper. Je suis le rappeur du futur, je maîtrise les nouvelles technologies. Aïe, 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 aïe. Je fais des rimes avec Bitcoin, Ethereum, NFT, Metaverse. La même chose, mais avec un rap de qualité, intelligent, avec des rimes et de la finesse. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. ChatGPT du 38, j'ai la ref. Voici un couplet de rap de qualité intelligent avec des rimes de la finesse sur les nouvelles technologies. Je suis le rappeur du présent, je m'inspire des nouvelles technologies. Je n'ai pas besoin de gadgets, ni de buzz, ni de hype. Je rappe avec sincérité, authenticité et créativité. Je n'ai pas peur du progrès, ni du changement, ni du défi. Je rappe pour partager, pour apprendre, pour grandir. Waouh. Mais je vois en quoi ma demande l'a un peu changé. C'est intéressant en vrai. Hein. Par contre, il est très jeu. Hein. Ça, c'est un peu nul. Allez, on va terminer. Fais-moi ta meilleure blague. Attends. Il faut toujours faire ça. Tu es humoriste. Humoriste, je crois on dit. Humoriste professionnel. Il faut toujours le mettre dans un contexte. Fais-moi ta meilleure blague. Fais-moi ta meilleure blague. Ouais, la notion de rime, il la comprend pas, j'avais remarqué aussi. Tu es humoriste professionnel, fais-moi ta meilleure blague. Je l'ai tué. J'ai tué Bing. Le jeu, c'est très rap. Oui, d'une certaine façon, mais... je l'ai pété. Bing, j'ai pété, là. Allez, je veux juste terminer le live avec ça. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Blague de fou, en vrai. Elle est trop drôle, cette blague. Le Jonathan, moi, c'est banger. Ah! Alors! Waouh. Je suis humoriste professionnel, voici ma meilleure blague. Quel est le comble pour un informaticien? C'est de se faire hacker son compte Twitter par un oiseau. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 oh, ça me fait bailler la blague, waouh. Aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est dur. Big flop et Oli. Ouais, bon, on va arrêter là, hein, les gens. On va arrêter là. Je crois que c'est la... Donne-moi une phrase pour finir un live Twitch. Allez, c'est parti. Les humoristes sont tranquilles. Ouais, là, complètement. Alors, il va me dire quoi? Voici une phrase pour dire. Mes chers amis, c'est la fin de ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez apprécié le jeu. Ah, perdu. Que vous avez appris des choses. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, vos commentaires et vos likes, vos abonnements. Vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager le live avec vos amis et de rester connectés pour le prochain live. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, que le fun soit avec vous. Ciao. Et plus sérieusement, effectivement, merci d'avoir suivi le mug. Ça régale. Ce soir, 18h, jeudi contributeur. Donc si vous avez fait des subs, vous pouvez venir voir le jeudi contributeur. On parle de plein de trucs très cool. Et demain, le mug avec Jérôme. Suivez-nous aussi sur TikTok et Twitch.
Twitch, oui, mais TikTok et Instagram, on fait des petits récaps de l'actualité. On en a publié 2 d'ailleurs hier. Donc n'hésitez pas à venir voir un petit peu tout ça. Et puis bah des bisous. Et je sais pas chez qui je vais lancer le raid.